culture chinoise. C'est une époque avec avant l'unité chinoise, donc c'est une époque qui semble très, très spéciale, autant du point de vue philosophique, tous les questionnements, disons, et puis autant la qualité de l'exécution des œuvres, la qualité, le raffinement, là. Puis en plus, il y a il y a aussi toutes ces guerres, c'est très sanglant. C'est presque incroyable qu'il y ait autant de raffinement dans la beauté qu'il y en a dans la cruauté, qu'il y en a dans la philosophie. Alors tout ça, c'est une époque à apprendre, tu sais, il y a trop de choses qui arrivaient à ce moment-là. Puis moi, ça m'inspire parce que c'est là que la pensée chinoise, disons, s'affirme avec Lao Tzu, qui m'a beaucoup marqué. Alors ça, c'est les Chinois. Maintenant, il faut avoir des pièces, là, puis les regarder, puis les comparer pour voir ça. Ensuite, d'autres périodes, c'est différent. C'est avant même l'écriture chinoise, alors l'encre et les dessins. C'est surtout un monde de sculpture qui est en fait, quand c'est de trouver des livres qui nous montrent tout ça. Je pense qu'il y a énormément de livres en Chine, ce sont des livres chinois. Mais ici, on n'a pas creusé, disons, notre civilisation n'a pas creusé tellement. On a des pièces, mais ce mouvement, disons, qui fait que la Chine, pour moi, c'est ça. Maintenant, les Africains, c'est autre chose. C'est comme l'Amérique quand Christophe Colomb y arrive. C'est des centaines et des milliers de tribus qui existent encore aujourd'hui en Afrique, qu'on connaît mal. Les styles sont pas toujours très raffinés, mais à d'autres moments, c'est très pur, c'est moderne. C'est complètement ce en fait, tous les primitifs ont souvent, pas tous les primitifs malheureusement, mais il y a une tendance chez les primitifs à aller vers l'épuration, une plus grande simplicité, la beauté d'une feuille qui est pas une feuille, d'une tige, simplement une tige qui bouge. Alors là, cette tige-là, elle a de l'élégance. Puis quand on regarde la nature, beaucoup d'élégance, c'est ce qui nous frappe, c'est ce qu'on aime. Que ce soit un tracé dans la neige ou bien une tige, disons, une branche, la manière qu'elle s'est formée. Alors là, c'est des choses qui nous émerveillent. C'est ça chez les primitifs. Alors, dans l'art africain, c'est très mélangé. On dirait qu'il y a des peuples très touchés par quelque chose de difficile en eux. C'est comme diable, c'est diablesque, je ne sais pas quoi. Et puis il y a aussi la fantaisie de la jeunesse, l'espèce de pureté qui cherche à émerger, je ne sais pas quoi. Puis c'est présent encore aujourd'hui. C'est ça qui est étonnant. Puis là, mais il y a ces fameux, moi je ne veux pas changer l'histoire de l'art, mais c'est ces fameux collectionneurs qui, parce que ça a été acheté en 1910 ou 1900, qui vendent ces pièces-là à des prix fabuleux, des centaines de mille piastres. Et puis, la même œuvre, si elle n'avait pas été achetée en 1930, vous la trouvez dans un gift shop, là, tu sais, c'est la même œuvre, elle ne vaut rien, ça ne vaut pas 5 piastres. Mais tu as ça dans toutes les... Ça veut dire qu'on ne comprend pas on ne voit pas ces choses-là. On les achète parce que, disons, on aime l'exotisme, une sorte de choses. On ne comprend pas. Même dans les arts les plus raffinés européens, c'est seulement qu'un petit nombre d'individus, souvent, qui sont prêts. Pourquoi on ne les comprend pas? Ça, c'est des questions que je me suis posées. Et puis, c'est tout simplement parce que, selon moi, c'est que le sens
le sens spirituel n'a jamais été bien compris. On a sur les cathédrales beaucoup de sculptures qu'on dit extraordinaires, mais c'est beaucoup plus conformiste que c'est extraordinaire. Mais il y a des exceptions. Alors, c'est qu'on n'a jamais compris pourquoi qu'une œuvre est belle. Alors, c'est énormément de dimensions. Parce qu'il faut les vivre, ces dimensions-là, pour le voir dans les œuvres qui sont d'une grande simplicité. Autant de joie à les regarder qu'on a à regarder un peintre classique, disons, connu, qu'on a sur nos 6 mètres. Selon moi, c'est de présenter ce qu'ils font, mais de donner à la mer. C'est de présenter ce qu'ils font pour qu'on puisse travailler. Si on n'a rien à présenter, que si tu veux, tu vas chercher quelque chose. Si tu te donnes quelque chose, le geste d'amour, le geste que tout le monde va reconnaître, c'est celui qui donne. Mais on pense qu'on fait le geste contraire, on s'en va chercher. Alors, c'est de donner, c'est de montrer ce qu'on fait, mais si on n'a jamais été sincère, on n'a rien à montrer. C'est encore, il faut être assez sincère dans ce qu'on fait, puis l'offrir, c'est tout. On l'offre à la main. Et puis là, s'il y a des erreurs, puis si on est un peu formé, mais on demande quelles sont mes erreurs, pourquoi est-ce que, tu sais, il y a un dialogue qui s'opère, mais en général, on n'est pas capable de faire ça. Souvent parce qu'on n'est pas assez évolué. L'Indien d'ici, il était vu comme un grand homme parce qu'il donnait. Mais ça, c'est les sociétés primitives. Tu sais, l'individu qui ne veut pas qui ne peut pas donner, c'est parce que les communautés ne pouvaient pas survivre sans donner. Ce n'était pas un geste trop spirituel, mais c'est le geste qu'il faut faire. Il faut montrer qu'on est unis. Là, j'ai été voir des Indiens il n'y a pas peu de temps, et puis ils sont tous contents. Tu arrives avec des plantes qui ont oublié leur relation avec la nature. Ils s'en vont manger comme tout le monde. Et puis, il faut être généreux. Il faut donner ce qu'on pense qui est bon. Puis, les gens font ce qu'ils veulent après. Ça, c'est autre chose. Mais ça prend du temps à ce qu'eux, ils font le même geste. Mais ceux qui veulent bâtir quelque chose, il faut qu'ils donnent. Il n'y a rien à faire. C'est un geste d'amour aussi. C'est pas le don n'est pas avec un affaire matériel. Puis le don de soi est différent pour chacun. Il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui ont des capacités, puis il y en a qui ont, qui ont des œuvres d'art, puis il y en a qui... Moi, c'est plutôt avec les artistes, j'aime travailler, mais ça ne marche pas plus qu'avec les autres. On ne peut pas s'imaginer, ça prend une certaine maturité de faire de l'art. C'est pas parce qu'on a 20 ans je ne crois pas à ça. Ça prend, c'est un raffinement, là. Alors, ça prend du temps. C'est comme faire des muscles. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, puis tu travailles bien des fois, puis bien à un moment donné, tu es bien formé. Mais souvent, ça pour les arts, il faut avoir une certaine maturité. Pas tellement pour la peinture, il n'y a rien. J'utilisais n'importe quoi, je peignais sur du bois. Et quand j'ai commencé, ça c'est déjà. Après j'ai fait le yoga, mais j'ai dit il faut que ça soit bien fait sur des choses qui vont me garder. Et puis là, j'ai fait ça sur de la toile. Alors c'est la peinture à l'huile sur la toile, mais en fait compte, il n'y a rien de sacré, il n'y a rien de. C'est tout simplement d'avoir des bons matériaux. Pour la sculpture, c'était très différent. Moi, je n'aime pas le plastique en soi, mais j'ai travaillé avec le styrofoam,
il y a un mot spécial là, pour ça, en tout cas, c'est le styrofoam qu'on met dans les murs. Et puis ça, ben, ça travaille plus vite, ça a une certaine flexibilité. Mais en travaillant avec ça, j'ai développé ma technique que je ne vois pas personne utiliser. On fait des sculptures en styrofoam qu'on coule, mais moi je les coupe, je nettoie, je me fais une coquille. C'est ça qui m'a permis de faire des sculptures. Sinon, j'aurais fait des sculptures en bois, mais ça a donné toute une autre dimension, une autre dimension à ce que je fais. C'est-à-dire que je réussissais à faire des sculptures qui ne coûtaient pas plus cher qu'une petite sculpture que tu envoies à la fonderie. Puis, alors, c'est une technique complètement différente en utilisant aussi des fonderies commerciales. Ce n'était pas des fonderies spécialisées. Alors, je travaillais avec le commun des mortels du début à la fin. C'est-à-dire moi, puis l'autre. Alors, c'est pas des choses, disons, à cause de la science, beaucoup d'artistes ont été influencés par à devenir un serviteur de la science. Jusqu'à un certain point, il utilise la science, mais il la sert beaucoup plus qu'il l'utilise. Parce que moi, je suis moderne dans le matériel, mais je vais utiliser comme on utilise les choses anciennement. L'être humain ne réfléchit pas si c'est beau ou pas beau. C'est-à-dire que c'est la renommée, tout ça, c'est assez superficiel. On vit dans un monde superficiel. C'est normal que quand il y a une chose qui est belle, il faut que quelqu'un d'autre lui dise « Ah, ça c'est beau ». Puis quand que tout le monde est parti dans une direction, puis tu ne vas pas dans la même direction, tu fais ça différemment, les gens ne peuvent pas trouver ça beau. Parce qu'ils ne peuvent pas percevoir qu'une chose différente peut être belle. Alors tout le monde pense que la beauté, c'est de faire ce qui est à la mode. Mais évidemment, chacun va dire, moi je ne veux pas copier personne. Mais dans le fond, ils se copient tous en ne voulant pas être comme les autres, mais en fin de compte, c'est exactement ça. Ils rentrent, ils font le même mouvement que tous les autres font, de rejet, disons. Je ne peux pas l'expliquer exactement, mais c'est un peu ça. Alors, pourquoi que ça ne se vend pas? C'est que ça se vendrait trop cher pour moi. Alors là, on travaille pendant un après-midi, puis on va vendre une toile, disons, 500, 1000 pièces, 1500, dépend si c'est connu. Mais tu as travaillé un après-midi pour avoir 1000 pièces. Ça me dit, là, tu travailles 6 mois pour en avoir, quoi, à même prix. C'est ridicule. Tu ne vas pas vendre tes affaires quand tu sais que tu n'as rien pour. Tu ne peux pas vivre avec ça. À ce moment-là, tu es garde, tu es mis à côté, puis ça s'accumule. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu différent, mais je n'ai pas d'offre. La ville ne m'offre pas de faire des sculptures. Il n'y a personne j'ai une commande. Puis il y a eu trop de problèmes pour remplir cette commande-là, mais un jour, je vais y offrir au gars, si tu veux l'acheter, ben là, elle est prêt, on va le vendre. Mais tout ça, c'est. Là, alors, il y a aussi un management. Tu ne peux pas manager comme les autres. C'est impossible. Il faut trouver des manières d'accumuler la connaissance, la science, les moyens d'action, puis ils ne viennent pas du jour au lendemain. Quand tu les as pas, tu t'en vas pas faire comme tout le monde, tu vas te faire massacrer. Alors, tu te recules, puis tu approfondis ton art plutôt que d'essayer de le montrer. Tu ne peux pas faire autrement. Il n'y a personne qui. Puis ensuite de ça, c'est des grosses pièces, puis c'est pesant, puis il y a un paquet. Alors, quand tu veux faire quelque chose, c'est 10 fois plus de travail qu'un autre. Mais ça, c'est une chose que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tu leur dis, ah, moi, je peux tout faire. Et aussitôt que tu leur dis, ben viens, on va essayer. Là, ils s'aperçoivent que, écoute, tout faire, c'est pas. Je ne savais pas que c'était comme ça, mais je pensais que c'était comme ça, puis ça ne marche pas pantoute. C'est une éducation, c'est comme le gars qui travaille à la campagne.
il apprend à geler des doigts, il apprend à voir à droite, il y a toutes sortes de choses qu'il apprend. Que le gars de la ville, ah, moi, ça ne me dérange pas, je travaillais avec chose, puis ça, je fais tout. Puis quand tu le vois arriver dans le champ, 15 minutes après, écoute, moi, ça m'est arrivé à un moment donné, mon oncle m'avait demandé de lui aider pour casser du blé d'Inde. Puis c'est ça, c'est des gens aguerris, là, tu sais, tu t'en vas, puis tchum, puis tchum, puis tchum. Les blés d'Inde, ça se poignait en main, là, dans le temps. Et je n'ai pas retourné le lendemain. Je n'étais pas capable de suivre, puis il n'y en avait pas beaucoup. Tu sais, tu étais un jeune garçon, enfin, tu ne l'avais pas appris, mais c'est la même chose dans tout. Puis là, on a un monde de facilité. C'est-à-dire que la manière que les structures sont faites, c'est pas d'apprendre à se débrouiller, c'est de se conformer. Alors souvent, il y a des gens ceux qui se conforment, c'est parce qu'il y a un bon mental. C'est pas qu'ils n'ont pas de qualité, mais ce mental-là, ils l'utilisent à rester assis sur le derrière avec ce qu'ils ont appris. Alors c'est un monde qui est clos dans le fond. Tandis que l'évolution, ça nous amène à un monde d'intérêt. C'est nous autres qui le développent. On est né pour se développer, on n'est pas pour se conformer. La sérénité. Tu as la même sérénité chez Leonardo da Vinci. C'est une espèce de paix, mais c'est unique. Ça appartient au chinois. Tu ne trouves pas ça chez les hindous. C'est d'autres choses. Alors, c'est cette sérénité qui aujourd'hui refuse, en fin de compte. Mais moi, la structure bouddhisme, les gens s'intéressent à la pensée bouddhiste, mais on dirait que la sculpture, c'est comme différent de la pensée. Je ne sais pas comment faire. Probablement, c'est la manière de vivre. La sérénité a pénétré. Ça, c'était. Évidemment, le bouddhisme est rentré en Chine, c'est après l'unification. C'est-à-dire que là, c'était au début, à peu près un peu passé l'an 1 de notre calendrier. Alors, les Chinois, le bouddhisme est rentré en Chine, et puis il s'est comme aggloméré avec la pensée existante qui était très similaire, le taoïsme. Et probablement, il y a beaucoup plus de taoïsme qu'on le pense dans le bouddhisme, et puis ça a créé un style de grand raffinement. Le grand raffinement émotionnel, une expression d'une sagesse que je retrouve dans le taoïsme. Moi, en tout cas, le taoïsme, c'est unique dans l'histoire. C'est la manière aussi de l'expliquer. C'est la manière. Puis le taoïsme, c'est pas un individu, je pense. C'est qu'on découvre que c'est une agglomération d'une pensée, c'est-à-dire c'est une compilation. On a toujours pensé que c'était un individu qui a écrit ça, c'est pas le cas. C'est normal, c'est trop chargé, c'est un peu différent dans certains chapitres, mais ça contient la même pensée. Alors, si probablement, c'est un type qui a réuni une pensée et quand on écrit après, mais cette pensée-là se fixe dans la conscience collective, puis elle a probablement été mieux vécue, on le voit par la sculpture, par les subséquents, quand même que celui qui a fait la compilation. C'est-à-dire, la renommée, c'est justement ça le taoïsme. Tu t'effaces, dans le fond.
pour laisser, la réalité, le Tao, ça, de suivre une voie. Et la voie, ça va créer, pour moi, des très belles choses. On a à apprendre, mais pas avec eux autres. La sérénité du bouddhisme a pénétré aussi dans l'Indonésie, puis d'autres pays. Puis on voit bien que c'est serein. Ça, c'est magnifique. C'est ça. On n'a pas ça. Alors, ça veut dire que l'Asie était civilisée, tout en vivant assez primitivement, mais était assez civilisée. Et quand on regarde le christianisme, l'homme en croix, le sang, tu n'as pas cette sérénité-là, c'est évident. Mais tu as eu au début du christianisme une jeunesse, le Christ crucifié, c'était le Christ triomphant. C'est très différent. Alors là, tu as un autre aspect, mais différent. Alors, mais je pense que, en tout cas, je pourrais expliquer tout ça, mais ça s'explique bien par les arts. Et aujourd'hui, comme on n'a pas on n'est pas civilisé, les rêves, parce qu'on débute une chose qu'on ne sait pas, c'est complètement différent de ce qui n'a jamais existé. On ne sait pas comment vivre avec ça. On ne sait pas comment vivre les uns les autres. Ben là, tu as un bouleversement du point de vue. Il y a des petites périodes où on commence comme on gratte, on trouve quelque chose, mais c'est pas une civilisation. Alors là, c'est la naissance d'une nouvelle civilisation dans le chaos. C'est un peu comme ça. Mais c'est sûr, là, je lisais ce que la mère avait dit pour Auroville, c'est que c'est sûr et certain pour elle qu'on ne peut pas empêcher le monde nouveau de surgir. C'est impossible.